Bonjour à toutes et à tous. Voilà, j'ai le grand plaisir en fait d'arriver parmi vous à l'heure du goûter, ce qui va me permettre de vous servir un usufruit bien frais. Parce qu'effectivement, l'usufruit, parce que déjà c'est une matière très intéressante. On rencontre l'usufruit dans toute une série de contextes, de planification patrimoniale notamment. Et c'est vrai que les dispositions qui sont consacrées à ce droit d'usufruit, elles n'avaient pas été modifiées depuis 1804 pour la plupart. Et donc, un dépoussiérage était à tout le moins nécessaire, et c'est ce qu'a fait le législateur. Et alors, on constate qu'en fait, c'est le droit réel qui a eu droit au plus grand nombre d'articles du Code civil. Donc, on a en fait 29 articles, 29, voilà, pas 30, mais 29. J'ai fait le calcul. Mais outre ces dispositions qui sont spécifiquement consacrées au droit d'usufruit, il faut également se référer à d'autres dispositions plus générales qui concernent les autres droits réels en général ou les droits d'usage en particulier. Alors, on parle souvent d'un droit réel démembré. Bon, c'est un terme un petit peu barbare. Actuellement, on qualifie plutôt ce droit de droit d'usage, droit réel d'usage, au même titre que les servitudes, l'amphithéose et la superficie. Alors, de manière générale, je suppose que d'autres intervenants vous ont déjà expliqué tout ça. Les dispositions de ce livre droit du Code civil sont supplétives, sauf certaines d'entre elles qui sont impératives. Je signalerai tout à l'heure lesquelles concernent notre matière ici. Ça veut dire en fait donc que les parties peuvent librement déroger à ces dispositions par voie conventionnelle. Maintenant, c'est une grande liberté octroyée par le législateur civil, mais je dirais que c'est une liberté surveillée. Parce que vous savez qu'en Belgique, quoi que vous fassiez, soit dans le domaine des affaires ou même de la gestion de votre patrimoine privé, vous avez toujours, quoi qu'il arrive, un silent partner qui est le fisc et qui se montre d'ailleurs généralement assez gourmand, comme vous le savez. Et malheureusement, il n'y a pas de procédure de squeeze-out possible pour l'exclure. Et donc, le fisc, évidemment, sera attentif à toute modification que vous apporteriez au droit commun, qui est donc le Code civil, pour vérifier si ce n'est pas essentiellement dans le but ou exclusivement dans le but de vous attribuer un avantage fiscal. On y reviendra, cet élan est similaire sur le droit civil, pas sur le droit fiscal, mais on fera une ou deux petites insertions en fiscalité. Alors, voilà, donc en fait, l'exposé, vous voyez le plan de l'exposé ici, en fait, il est présenté sous forme de questions, 20 questions. La loi date de 2020, donc 20 questions. Voilà, ici, je les ai regroupées parce que sinon, ça faisait un peu trop long sur le slide. Donc, vous avez différentes questions parfois sur la même ligne. Mais au total, il y en a bien 20. Et tout d'abord, la première question qui va se poser, et bon, ce qu'on va faire ici, en fait, on va commencer par la fin. On va se référer aux derniers articles de la loi et qui concernent en fait l'entrée en vigueur et surtout les dispositions transitoires. Je pense que là aussi, on a déjà dû vous expliquer tout ça, mais c'est important quand même d'y revenir, je pense. Donc, le nouveau régime va s'appliquer à tous les actes et faits juridiques qui ont lieu à partir du 1er septembre 2021, mais pas aux effets futurs des actes et faits juridiques antérieurs à cette date, ce qui veut dire qu'en fait, les usufruits qui existaient déjà, y compris ceux qui ont été constitués le 31 août, eh bien, sont soumis normalement à l'ancien régime. Et donc, ça veut dire aussi que cet ancien régime, il va continuer de produire ses effets pendant quelques décennies, potentiellement pendant 99 ans, puisque c'est la durée maximale du droit d'usufruit, comme on verra dans quelques instants, sauf si les parties ont décidé en fait de soumettre leur droit d'usufruit donc antérieur à ce nouveau régime. Donc, ça vaut également pour les actes et les faits juridiques qui se produisent après l'entrée en vigueur, mais qui se rapportent à des droits réels qui sont nés avant. Donc, en fait, si on ne fait rien, eh bien, l'ancien régime va continuer à s'appliquer. Alors, est-ce qu'on a intérêt nécessairement à soumettre les usufruits antérieurs au nouveau régime? Ça va dépendre des situations. Parce que, comme on verra, il y a pas mal de modifications au niveau de la répartition des travaux entre usufruitiers et nus propriétaires. Et on verra que pour un jeune ou surtout une jeune usufruitière, ce ne sera pas nécessairement intéressant pour elle de se soumettre au nouveau régime. Par contre, il y a par exemple une innovation intéressante qui est que désormais, en fait, dès qu'une société sera déclarée en faillite,
eh bien, cela mettra fin automatiquement à l'usufruit, ce qui n'était pas le cas auparavant, puisque certains, c'était controversé, mais certains considéraient que le curateur devait céder l'usufruit. Et donc, ça peut éventuellement être intéressant si vous avez une société qui serait menacée de faillite, qui aurait l'usufruit en fait d'un immeuble. Eh bien, si vous la soumettez au nouveau régime, eh bien, en cas de faillite, en cas de déclaration de faillite par le tribunal, eh bien, l'usufruit prendra fin et donc l'immeuble sera à l'abri des créanciers. Bon, ça c'est pour en fait l'entrée en vigueur. Nous en venons maintenant à la définition d'usufruit. Donc, si votre enfant ce soir vous demande 10 c'est quoi un usufruit, eh bien, vous leur présenterez ce tableau et vous verrez qu'effectivement, il pourra comprendre assez aisément qu'avant la réforme, on avait une définition qui était fort critiquée et qui a été complètement modifiée après la réforme. Donc, pour faire bref, on a en fait, et ces modifications sont loin d'être anodines, même si on rappelle un certain nombre de choses qui étaient déjà d'application avant, mais le fait de les inclure dans la définition, qui est impératif, qui ne peut donc pas subir de modifications par voie conventionnelle, eh bien, ça veut dire qu'on a rééquilibré un peu les choses. Le législateur a voulu changer complètement le paradigme, puisqu'avant, on considérait généralement que l'usufruitier avait une perspective, disons, à court terme, et le nu propriétaire une perspective plutôt à long terme. Il était perçu comme quelqu'un, finalement, de très passif, qui attendait patiemment le décès de l'usufruitier pour pouvoir finalement jouir du bien, tout en étant tenu des grosses réparations au passage. Donc, ça a complètement changé. Donc, vous verrez dans la colonne de droite la définition. On précise bien que l'usufruit confère un droit temporaire. Donc, en fait, on rappelle à l'usufruitier que son droit n'est que temporaire. Il a droit à l'usage, à la jouissance, mais de manière prudente et raisonnable. Donc, on introduit certaines limites. Donc du bien qui appartient au nu propriétaire, on rappelle le droit du nu propriétaire, alors qu'avant, on disait que l'usufruitier pouvait en fait user, jouir des choses comme le propriétaire lui-même. Donc on a complètement modifié cette formulation. Il doit respecter la destination du bien et a l'obligation de le restituer à la fin de son droit. Donc, en fait, tous ces éléments-là font partie d'une définition et donc il est impossible, interdit d'y déroger. Alors, vous verrez également, donc, toujours à la colonne de droite, le droit d'habitation. Donc, en fait, le droit d'habitation a été maintenu, il a survécu à la réforme, contrairement au droit d'usage, qui était peu utilisé. Et en fait, le droit d'habitation doit son salut apparemment à la pratique et à la tradition notariale. Et donc, en fait, on a prévu maintenant qu'il est présumé, sauf preuve contraire, être un droit d'usufruit donc réel, un droit réel et pas un droit personnel d'habitation, qui est incessible, contrairement à l'usufruit qui, lui, est en principe cessible, et qui est limité à ce qui est nécessaire pour l'habitation du titulaire du droit et de sa famille. C'est donc une question en fait de logement, et il est désormais saisissable, ce qui n'était pas le cas avant. Alors, il est vrai qu'il existe d'autres types de protections, notamment pour les indépendants. Vous connaissez certainement ces dispositions sur l'insaisissabilité de la résidence principale d'un travailleur indépendant, mais qui nécessite qu'il passe devant le notaire, etc. Mais il y a quand même un petit problème. Donc, les travaux préparatoires font référence justement à cette loi, mais quand on va la consulter, on constate que l'article 73 de cette loi vise les droits réels autres que le droit d'habitation. Donc, si on ne modifie pas cette loi, elle ne sera pas davantage d'application. Alors, sur quoi peut porter un usufruit? En fait, sur un bien meuble ou immeuble, c'est une grande différence par rapport à d'autres droits réels d'usage comme l'amphithéose de la superficie, qui sont exclusivement immobiliers. Le bien peut être corporel ou incorporel, peut être des choses de genre, somme d'argent, une amphithéose, une superficie, un usufruit. On peut constituer un usufruit de second rang. Il peut également porter sur une universalité des instruments financiers, etc., etc. Si on a le temps, je vous en parlerai à la fin de l'exposé. C'est une sorte de salade d'usufruit en fin d'exposé, s'il nous reste un peu de temps. Alors, qui peut constituer un usufruit? Le plein propriétaire, bien évidemment, mais aussi tout titulaire d'un droit réel d'usage. Mais évidemment, dans les limites de son droit, on ne peut pas concéder plus de droits qu'on en a soi-même. Alors, sur quoi? Sur les ouvrages dont l'usufruitier est propriétaire par l'effet d'une superficie conséquence. C'est quoi? J'ai reproduit la définition ici sur la slide. C'est une notion qui existait déjà, qui avait été imaginée par la doctrine et suivie par la jurisprudence et qui est maintenant introduite dans la loi et qui est élargie finalement non seulement aux titulaires de droits réels, mais également de droits personnels. Donc, en fait, même un locataire, par exemple, peut se prévaloir de cette superficie conséquence
qui signifie qu'en fait, les ouvrages, plantations, construction, tout ce que le titulaire du droit peut effectuer sur le bien, eh bien, va lui appartenir pour le temps, en tout cas, de son droit. Il peut également constituer sur l'objet même de son droit réel, donc dans les limites de son droit, il peut également constituer donc, un usufruit dans les limites de ses pouvoirs et évidemment toujours au maximum pour la durée restant à courir de son droit. Comment on est l'usufruit? Essentiellement par contrat, testament, par la loi, etc. La durée de l'usufruit, là c'est important. Comme je vous l'ai dit, c'est un droit essentiellement temporaire. La durée a été portée au maximum 99 ans, nonobstant toute clause contraire, c'est donc impératif, on ne peut pas y déroger. Sauf évidemment si l'usufruitier ou l'usufruitière vit plus longtemps, puisque c'est un droit qui est viagé, en tout cas pour les personnes physiques. Et en ce qui concerne les personnes morales, là, il y a un grand changement, puisque jusqu'à présent, la limite maximale était de 30 ans, comme vous le savez. Et donc maintenant, elle est portée à 99 ans. Donc la faillite, je vous en ai parlé. La dissolution volontaire, légale ou judiciaire emporte également la cessation d'exister de l'usufruitier personne morale. Alors, sur le plan fiscal, justement, puisqu'on a modifié cette durée, il faudra être attentif à ce que l'administration fiscale décidera de faire, puisque bon, ceux qui sont familiers de ces structures usufruit dans le chef de la société et une propriété dans le chef du dirigeant savent effectivement que l'administration accepte généralement une durée d'usufruit dans le chef de la société de 25 ans, parfois 20 ans en fonction des décisions anticipées. Mais là, c'était dans la perspective d'un usufruit qui était limité dans le temps à 30 ans maximum. Maintenant que la durée est de 99 ans, on peut effectivement s'attendre à ce que l'administration considère qu'il s'agit de turbo-usufruit et qu'elle décide qu'il faille allonger la durée de l'usufruit pour que ce soit acceptable à ses yeux. Il y a une exception, c'est important aussi, c'est l'accroissement. Donc l'accroissement légal qui est introduit dans le code. Donc en fait, un usufruit individu ou commun dans le chef de deux ou plusieurs personnes va accroître de plein droit à la fin de l'existence d'une de ces personnes aux autres proportionnellement à leur part. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cet accroissement légal, on n'a pas encore d'indication sur le régime fiscal, mais on suppose que ce sera le même que pour les accroissements conventionnels et qu'il n'y a donc pas d'imposition. Alors, peut-on proroger ou renouveler l'usufruit? Oui, prolonger. Donc, prorogation, c'est la prolongation de la durée du contrat. Donc, il doit intervenir avant que le contrat arrive à échéance. Il faut évidemment rester dans les limites de la durée maximale du droit. Elle peut être tacite. Il ne faut pas confondre avec le renouvellement qui consiste, lui, à conclure un nouveau contrat. Ça suppose que le premier contrat a pris fin, avec donc une obligation de restitution, une accession qui aura joué ne fût-ce qu'un instant de raison, avec évidemment des conséquences fiscales de nouveau. Et là, le renouvellement doit être exprès. Donc, on a évidemment toujours intérêt à prolonger et pas à renouveler. Quelles sont les dispositions impératives? Donc, en fait, les définitions, je vous l'ai dit, donc tous les éléments constitutifs de l'usufruit pris dans la définition, les durées maximales. Il y a une obligation de dresser une description, on va y venir, et aussi l'obligation faite à l'usufruitier, s'il veut céder les biens dont il est propriétaire en vertu de la superficie conséquence, eh bien, il devra également céder simultanément le droit d'usufruit qui le sous-tend. Quels sont les droits de l'usufruitier? Il peut disposer de son droit, l'aliéner, le gager, l'hypothéquer. Il peut disposer des ouvrages dont il est propriétaire. Les droits sur le bien grevé, on l'a vu dans la définition, les droits d'usage avec les limitations que j'ai indiquées. Droit de jouissance, il a droit à tous les fruits séparés ou devenus exigibles durant l'usufruit. Si par exemple il s'agit des actions d'une société, eh bien, il aura droit aux dividendes qui seront décidés par l'Assemblée générale en cours d'usufruit. En ce qui concerne les dividendes qui seraient décidés après la fin de son droit, eh bien, c'est le nu propriétaire qui y a droit. Mais si ces dividendes sont finalement le résultat des efforts de l'usufruitier, il aura droit à une indemnité sur base de la notion d'enrichissement injustifié. Alors, il peut poser des actes de conservation. En fait, c'est une compétence qu'il partage avec le propriétaire, mais il est en première ligne et c'est bien compréhensible puisqu'il y a une obligation de restitution dans le chef de l'usufruitier. Et donc, finalement, ce droit de poser des actes de conservation s'apparente davantage à une obligation. Il peut poser des actes d'administration, accorder des droits d'usage à des tiers, par exemple un bail, et plus étonnant, on y viendra dans un instant, des actes de disposition. En ce qui concerne les actes d'administration, donc je vous parle par exemple d'un bail, il y a aussi une innovation quand même importante, parce que si le bail prend fin normalement à son échéance avec un maximum de 3 ans,
Ça veut dire donc si votre usufruit prend fin, eh bien, le bail que l'usufruitier avait consenti au tiers, eh bien, il va pouvoir au maximum courir encore 3 ans. Et ça vaut également pour les baux commerciaux et les baux à ferme. Donc, ça veut dire que la protection du locataire d'un bail commercial ici disparaît. Et ceci ne vaut que si l'usufruit a pris fin parce que l'usufruitier a cessé d'exister. Dans les autres cas, eh bien, il y a quand même encore une protection pour les tiers de bonne foi qui est prévue à l'article 3.17. J'ai reproduit le texte sur le slide. Alors, en cas de décès de l'un des usufruitiers, par contre, usufruitier individu ou commun, eh l'usufruitier survivant devra, lui, honorer le bail. Alors, plus étonnant, c'est que l'usufruitier, je demande l'usufruit, normalement, c'est usus fructus et pas l'abusus. Eh bien, ici, dans un certain nombre de cas, il a droit à l'abusus. Il peut poser certains actes de disposition. Ce sont des exceptions, soit si une loi particulière la lui accorde, soit si cela correspond à la destination du bien grevé, et ça doit évidemment s'inscrire dans l'administration prudente et raisonnable du bien. S'il s'agit de choses consomptibles, eh bien, dans ces cas-là, il peut effectivement disposer des biens, mais cela aura des conséquences sur l'obligation de restitution. Évidemment, cette obligation subsiste. Alors, quelles sont les obligations de l'usufruitier? À l'ouverture de l'usufruit, avant la réforme, comme vous le savez, il fallait dresser un inventaire des meubles et un état des lieux des immeubles par acte authentique, fournir une caution. Et après la réforme, eh bien, tout cela a changé. Il y a maintenant une obligation qui est impérative de procéder à une description des biens conjointement avec le nu propriétaire. C'est donc une obligation conjointe pour les deux parties. On suppose à frais partagés. Et dans certains cas, une estimation devrait nécessairement accompagner cette description dans le cas justement où l'usufruitier est autorisé à aliéner les biens. S'il n'arrive pas à s'entendre, il faudra faire désigner un expert. Alors, quelles sont les sanctions? C'est une obligation conjointe, mais seul l'usufruitier sera sanctionné si elle n'est pas respectée. Le nu propriétaire peut refuser l'entrée en jouissance de l'usufruitier et conserver les fruits entre le moment d'ouverture de l'usufruit et le moment où cette description a été réalisée. Donc ça, c'est aussi une nouveauté. Avant, ils pouvaient les conserver, mais ils devaient les restituer après. Ce n'est plus le cas. Alors, il y a des conséquences lors de la restitution. Donc ça, on va y venir dans un instant. Durant l'usufruit, je vous l'ai dit, il doit respecter la destination du bien. C'est une obligation impérative. La sanction, c'est la déchéance. Si l'usufruitier fait des constructions qui dépassent, qui excèdent son droit, eh bien, le nu propriétaire pourra même intervenir et si vous voulez, agir en justice pour obtenir la cessation ou le retrait des ouvrages litigieux. Il doit faire assurer le bien, il a le droit d'agir en justice, c'est un droit mais en même temps une obligation, puisque comme je vous l'ai dit, il a l'obligation de conserver le bien. À la fin du droit, l'obligation de restitution qui est évidemment impérative, il doit restituer le bien dans le même état, mais à l'exception évidemment des dépréciations dues à l'usure normale, à vétusté ou cas de force majeure. Usure normale et vétusté, ce n'est pas défini par le Code, et donc en fait on peut s'attendre au développement d'un contentieux important comme il existe en matière locative, et on verra ça quand on abordera rapidement la répartition des travaux. À défaut de description, donc ça c'est encore une sanction, donc s'il n'a pas fait la description à l'entame de son droit d'usufruit, eh bien le bien est présumé avoir été reçu en bon état d'entretien et de réparation. Alors, même en cas d'aliénation de la chose, il doit restituer, et alors dans ce cas-là, il devra restituer la valeur au moment de l'aliénation si une évaluation a été faite à ce moment-là. Si ce n'est pas le cas, eh bien, on va se référer à l'estimation de l'ouverture de l'usufruit, et si ce n'est pas le cas non plus, eh bien, on retiendra la plus haute des deux sommes entre la valeur en début et celle en fin de droit. Pour les choses de genre, il doit en fait restituer en quantité et à qualité égale. Alors, dans certains cas, ça peut effectivement être plus intéressant pour lui, notamment si les choses ont diminué de valeur, par exemple. Alors, page down, voilà. Les droits du nu propriétaire, on va aller assez rapidement. Le droit de visiter l'immeuble une fois par an, c'est quelque chose de nouveau, même si la jurisprudence, quelque part, le reconnaissait. Des actes de conservation, je l'ai dit, le droit d'agir en justice, concurremment avec l'usufruitier, et évidemment le droit d'aliéner son droit de nue propriété. Alors, qui doit assumer quels travaux? Là, de nouveau, on a quand même quelques modifications importantes. Je regarde l'heure parce que je vois que le temps passe extrêmement vite. Donc, avant, on avait une définition de ce qu'il était convenu d'appeler les grosses réparations,
qui était limitative, en fait, hein, qui est une liste qui datait de 1804, qui a été interprétée de manière évolutive par la jurisprudence, et toutes les autres réparations étaient réputées être d'entretien. Donc maintenant, en fait, le législateur a modifié complètement l'approche. Donc, il définit les réparations d'entretien. Donc, l'usufruitier n'est plus tenu qu'aux réparations nécessaires pour préserver la valeur du bien, sous réserve de l'usure normale, de la vétusté ou de la force majeure. Le nu propriétaire doit exécuter les grosses réparations, mais après concertation avec l'usufruitier. Donc, on souhaite vraiment qu'ils se concertent entre eux. Et l'usufruitier ne pourra en tout cas pas prétendre à une indemnité pour trouble de jouissance. Le nu propriétaire qui exécute les grosses réparations, ça c'est une nouveauté très importante, peut exiger de l'usufruitier qu'il contribue proportionnellement aux frais de celle-ci. Donc, ce n'était pas le cas avant, évidemment. Avant, tout était pour le nu propriétaire. Les grosses réparations incombaient uniquement au nu propriétaire. Maintenant, il peut effectivement exiger une contribution proportionnelle qui sera calculée en fonction de la valeur du droit d'usufruit par rapport à la valeur de la nue-propriété. Et là, on renvoie à l'article 745 sexies. Et donc, en fait, pour un jeune et surtout une jeune usufruitière, je vous le disais en début d'exposé, eh bien, la contribution risque évidemment d'être lourde. Alors, les grosses réparations, ben, on a donné une définition dans la loi, une définition, mais qui reste une définition ouverte pour permettre de s'adapter aux évolutions rapides des techniques et des matériaux de construction. Alors, ici encore, sur le plan fiscal, on sera quand même attentif à ne pas trop charger la barque de la société usufruitière dans le schéma que j'évoquais tout à l'heure, sous peine de s'attirer les foudres du fisc et d'encourir à terme une taxation à titre d'avantage de toute nature dans le chef du dirigeant. Alors, qui doit assumer quels travaux? Ben, je viens de le dire. Et en fait, ici, nouveauté également, c'est que l'usufruitier peut à présent assigner en justice le nu propriétaire pour obtenir sa condamnation à exécuter les travaux qui lui incombent si il s'y refuse. Qui supporte les charges? Bon, les charges ordinaires périodiques, c'est évidemment pour l'usufruitier. Le nu propriétaire supporte les charges extraordinaires, même si elles sont périodiques. Évidemment, toutes les charges qui sont relatives aux ouvrages et plantations que l'usufruitier a effectués, dont il est propriétaire en vertu de la superficie conséquence, resteront à sa charge. Et en ce qui concerne l'usufruit du conjoint survivant, en fait, il y a une disposition particulière sur la contribution au paiement des dettes. Comment s'éteint l'usufruit? Je ne vais pas y revenir. Vous avez effectivement trois couches, en fait, les modes généraux d'extinction des droits réels, les modes spécifiques d'extinction des droits réels d'usage et les modes spécifiques d'extinction du droit d'usufruit, la cessation d'exister de l'usufruitier, j'en ai parlé, et également une conversion généralisée à tous les usufruits légaux. Le sort des ouvrages réalisés par l'usufruitier à la fin du droit d'usufruit, eh bien, la superficie conséquente s'éteint et par conséquent, le propriétaire deviendra propriétaire par accession des ouvrages érigés par l'usufruitier. Alors, l'usufruitier peut-il prétendre une indemnité? Avant la réforme, il n'avait en principe droit à rien pour les améliorations. La jurisprudence avait apporté des aménagements pour tout ce qui excédait la notion d'amélioration, où il fallait effectivement indemniser l'usufruitier. On faisait des distinctions entre les ouvrages susceptibles d'enlèvement et ceux qui n'étaient pas, et on appliquait la théorie des impenses en distinguant les impenses nécessaires, utiles ou voluptuaires. Je parle de tout cela dans le texte écrit qui vous sera communiqué début de la semaine prochaine. Après la réforme, l'usufruit a droit à indemnisation, mais sous trois conditions. Donc, les ouvrages et plantations qu'il a réalisés dans les limites de son droit et qui n'étaient pas tenus de réaliser, sinon effectivement ça n'aurait pas de sens, et de l'accord du nu propriétaire. Donc, il suffit que le nu propriétaire refuse de marquer son accord pour échapper à cette obligation d'indemnisation. Donc, le fondement ici, ce sera l'enrichissement injustifié, qui est une nouvelle notion qui sera introduite prochainement dans le Code civil par le biais du livre 5 sur le droit des obligations. Ce sera évidemment difficile d'évaluer l'appauvrissement et d'aucuns conseillent déjà de se référer plutôt à la valeur réelle et donc de déroger par convention à la loi, ce qui est tout à fait permis dans ces cas-ci. Alors, il reste ici toute une série de cas particuliers, mais je pense qu'on n'aura pas vraiment le temps, parce que je crois que j'ai déjà débordé un peu mon temps de parole. Donc, pour ne pas exagérer et ne pas embêter l'orateur suivant, donc je ne vais pas détailler tout cela. Donc, vous les voyez ici sur les slides.
Peut-être juste une petite chose donc sur les instruments financiers, mais là, je crois que c'est assez clair. De toute façon, tout ça est repris en détail dans le texte que vous recevrez début de semaine. Sur les universalités, là, bon, en fait, les travaux préparatoires visaient essentiellement l'universalité de fait, c'est-à-dire un portefeuille de titres, essentiellement un fonds de commerce. Et donc, la règle, c'est que l'usufruitier peut parfaitement vendre certains titres, mais pas l'entièreté du portefeuille. Les biens qui sont substitués vont être affecté à nouveau à l'universalité, il restituera le tout du propriétaire à la fin du droit. Le problème, c'est qu'on vise une universalité de biens et donc, à mon sens, également l'universalité de droit, qui est par exemple un patrimoine. Et donc, on peut se demander si maintenant le conjoint survivant qui hérite en usufruit pourra aliéner seul la pleine propriété de tout bien relevant de la succession sans l'accord du propriétaire. Je ne sais pas si c'était la volonté du législateur, mais apparemment, le texte, en tout cas, conduit à cette conclusion. Et la plus-value à l'expiration de l'usufruit, eh bien, reviendra à l'usufruitier ou du propriétaire selon les règles de l'enrichissement injustifié. L'usufruit peut également porter sur les droits intellectuels, mais je ne vais pas développer tout cela parce que je crois que j'ai largement empiété sur mon temps de parole. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je ne sais pas comment on procède en fait pour les questions. Elles seront répondues après. D'accord, c'est parfait. Voilà, bien. Je vous remercie pour votre attention et je vais céder alors la place à l'orateur suivant qui va vous parler du droit d'amphithéose.